Étude de fonds négociés en bourse payants se rapportant au SP500 et également au Nasdaq. Donc, c'est une vidéo où il est question par rapport à des fonds négociés en bourse à l'égard de ces deux indices financiers en lien avec la bourse aux États-Unis. En fait, d'entrée de jeu, ce que je dois mentionner, donc la mise en garde que je fais, c'est que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et ce qui est important, c'est de vérifier par vous-même l'information qui est présentée aujourd'hui plutôt que d'y croire. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais présenter des placements que je trouve payants dans une optique d'investissement à long terme, mais c'est à prendre en considération que le fait que c'est des placements très volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup fluctuer. Donc, c'est vraiment dans une optique de placement sur plusieurs années qui sont abordées. C'est sûr que s'il y en a qui apprécient cette vidéo également les autres que je fais au fil du temps, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'une vidéo comme celle que vous écoutez maintenant est le fruit de plusieurs heures de recherche sur plusieurs jours que j'ai faites pour identifier dans l'optique de vraiment cibler, de cerner les fonds négociés en bourse qui sont les plus pertinents en lien avec deux indices financiers qui sont des classiques dans le domaine de l'investissement, donc le SP500 et le Nasdaq, qui sont des éléments qui sont des références pour beaucoup d'investisseurs nord-américains. Et par rapport à ces deux indices boursiers, il existe une très grande quantité de fonds négociés en bourse. C'est un petit peu comme les 50 nuances de gris. Là. Il y a plusieurs fonds avec certaines nuances, certains détails. Et c'est sûr que dans l'optique d'investir sur du long terme, on parle de 10 ans, 15 ans et plus, ça peut être intéressant de s'intéresser aux détails parce qu'ils ont un impact naturellement sur la croissance du capital qui peut être exponentielle avec le temps. Donc, tout d'abord, il va être question du SP500. Le SP500, c'est un indice boursier qui est basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées sur la bourse aux États-Unis. Dans le passé, sur le plan historique, un rendement d'à peu près 10% pour le SP500 au fil des ans, donc sur plusieurs décennies. Sur le web, je vais tomber sur un article qui expliquait que le SP500, depuis sa fondation, donc un rendement annuel moyen, dividende réinvesti de l'ordre de 10%. On dit que depuis 2023, le rendement du SP500 sur 50 ans était de 10,293%. À titre d'information, par rapport au SP500, il y a eu 11,262% sur 40 ans. Donc, vous avez ici les pourcentages, fait que le rendement est quand même bien. Puis il est dit aussi, ça m'a fait rire un peu, et tout cela, crise de Corona, conflit au Moyen-Orient, crise de l'inflation et guerre en Ukraine incluse. Donc, peu importe les situations ou les crises auxquelles l'économie peut être confrontée, le rendement demeure constant. Il est question ici que depuis 40 ans, il y a un rendement de plus de 11% en lien avec le SP500. Donc, c'est un indice où la croissance sur le plan historique est quand même très bien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans les derniers jours dans l'optique d'identifier, de cerner quel est le meilleur fonds négocié en bourse dans l'optique de répliquer le SP500. Pour aller chercher la performance boursière. Donc, c'est sûr que l'avis que je vais faire aux gens qui m'écoutaient en Europe, donc parce que je m'adresse à la francophonie, ça peut être des gens aussi en Afrique, en plus du Québec et du Canada, c'est que les placements dont il va être question ici, naturellement, ça va être plus particulièrement dans une optique par rapport à ma situation au Québec.
Donc, c'est des placements qui vont être soit en argent canadien ou en dollars américains. L'ensemble de mes études dans l'optique d'identifier des fonds négociés en bourse performants, dans l'ensemble, au fil du temps, la constante que j'en viens, c'est que les fonds qui sont de type américain vont donner un meilleur rendement dans le temps. Souvent, les frais de gestion sont moindres et une des explications, toute simple, toute bébête, c'est qu'ils ont du volume. Dans le sens que si, par exemple, en argent canadien, tu as des fonds qui valent plusieurs millions, bon, ben, en dollars américains, tu en as qui valent plusieurs milliards. Donc, habituellement, il y a une plus grande quantité d'actifs nets à l'égard de plusieurs fonds que j'ai étudiés en dollars américains comparé du dollar canadien, qui permet aux gestionnaires de fonds naturellement de faire des économies d'échelle et faire en sorte que les frais de gestion relatifs au fonds qui va répliquer, qui va reproduire un indice financier comme le SP500 vont être moindres en argent américain qu'en argent canadien, d'où le fait qu'en tant que Canadien, la devise que je dois privilégier dans l'optique d'avoir un rendement croissant plus grand à long terme, c'est d'utiliser l'argent américain. Et naturellement, quand on change de l'argent canadien pour de l'argent américain, si on fait affaire avec une institution financière, habituellement, il y a des frais de gestion, comme par exemple avec Disnat, donc qui est la plateforme de courtage en ligne que j'utilise présentement. Il y a un frais de gestion d'1,33 %. Bon, c'est sûr que d'une plateforme à l'autre, le frais de gestion peut varier, mais grosso modo, ce que je dois dire, c'est que si, par exemple, quelqu'un veut faire parce que je vais aborder des placements américains, parce que c'est eux autres que je trouve les plus payants, que ceux canadiens qui vont répliquer à la fois le SP500 et le Nasdaq dans les prochaines minutes. Mais le point que je veux faire, c'est que quelqu'un qui a l'intention d'investir en argent américain sur une longue période de temps, donc, c'est sûr que ce qui devient intéressant, c'est d'être capable de passer outre les frais de conversion de devises. Parce que si la personne, par exemple, paye un frais de 1,5 % pour convertir l'argent américain en l'argent canadien en argent américain, pardon, et ensuite faire le contraire, au moment de sortir, si la personne fait un placement pendant un nombre d'années, puis par la suite, elle vend le placement, puis là, il reste des devises américaines qu'elle doit changer en argent canadien si elle veut fonctionner avec elle au quotidien. Puis il y a un autre frais de 1,5 %. Bon, mais ça fait un total de 3 % de frais de conversion. Pour ne pas avoir à payer ces frais, naturellement, il existe une stratégie parce que, bon, tout dépendant de l'argent que la personne investit dans le temps. Si par exemple quelqu'un investit 100 000 $, bon, ben 3 % de 100 000 $, c'est 3 000 $ que l'institution financière va tout simplement se prendre pour convertir d'une devise à l'autre. Alors que si la personne utilise ce qu'on va appeler, que j'ai étudié pendant plusieurs jours parce que j'avais de la difficulté à comprendre le concept, mais à force d'étudier et d'écouter des vidéos tutoriels qui expliquent comment ça marche, j'ai fini par comprendre. Donc, j'ai utilisé la Norbert's Gambit, donc chez Disnat. En fait, par rapport à cette façon de faire pour convertir sans payer de frais en utilisant un fonds négocié en bourse fluide comme intermédiaire en argent canadien vers l'argent américain comme stratagème, il a fallu que j'écoute la vidéo. La vidéo, je l'ai écoutée plusieurs fois. Vous l'avez ici. Je vais la mettre en lien web en bas de l'enregistrement. Donc, c'est Norbert Gambit, éliminer les frais de conversion de devises États-Unis vers Canadiens ou le contraire chez les différentes plateformes. Donc, c'est avec je reconnais la voix d'un Québécois avec son accent dans la vidéo. Donc, c'est intéressant pour les Canadiens qui veulent investir en US sans payer de frais de conversion de devises. Donc, c'est une stratégie. Donc, l'idée de la stratégie, c'est tout simplement par rapport à la Norbert's Gambit. Donc, c'est d'utiliser un titre qui est fluide. Donc, par rapport à ça, le titre qui est fluide, que j'utilise,
qui fonctionne très bien avec Disnat. J'ai essayé 2 fois là, avant de vous en parler au téléphone. C'est le Global X US Dollar Currency en ETF, donc le DLRC. Et ce que je fais pour utiliser cette méthode de conversion qui fait en sorte que je n'aurai pas au final 3% de frais de gestion à payer par rapport à la conversion de devises, c'est que j'appelle chez Disnat. Ça se fait par téléphone. Malheureusement, il n'est pas possible à faire directement la conversion à partir de l'interface. Peut-être qu'un jour ça viendra. Donc, la façon de procéder, c'est que j'appelle chez Disnat, puis après avoir acheté le DLRC Global X Dollar Currency, et si je l'achète dans le cadre d'un compte REER en argent canadien, bon, une fois que je l'achète, il faut que je laisse au moins une journée passer pour que la transaction soit correctement enregistrée dans les archives par rapport à Disnat. Donc, 2 jours après, je téléphone chez Disnat, je dis, ben, je veux prendre ce placement-là dans le compte que j'ai de REER en placement canadien et je veux que ce titre de fonds négocié en bourse, en le nommant, en donnant ses initiales, soit converti en argent américain en DLR.U-C. Donc, vous voyez un détail qui n'est pas pareil, c'est .U à la différence de l'autre. Mais ça fait toute la différence. Donc, je demande à l'agent de Disnat qui me répond par téléphone de prendre ce fonds négocié en bourse que j'ai acheté en argent canadien, de le mettre dans mon compte REER en argent américain. Et à ce moment-là, l'argent c'était en argent canadien, ça devient en argent US grâce dans le fond, à l'agent de chez Disnat. Puis par la suite, ben, je vais vendre ce fonds-là. Ce qui va me faire que je vais avoir dans mon encaisse de compte en REER US, dans le fond, les devises américaines, qui vont me permettre de faire des investissements. Et en faisant cette approche-là, la Numberts Gambit, donc c'est une approche qui a été développée par un gars qui s'appelle Numberts, d'où son nom, ben, ça me permet de ne pas payer les frais de conversion de devises. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de prendre l'argent directement canadien en dollars US, là, j'utilise un fonds que j'achète en dollars canadiens, que je mets en dollars US dans l'autre compte. Ensuite, je vais le vendre. Puis, une fois que je vais avoir les devises, je vais pouvoir acheter des fonds négociés en bourse en argent US avec l'argent US que je vais avoir dans mon encaisse. Donc là, j'essaie de le résumer en étant clair. C'est sûr que c'est pas évident. Écoutez, ce que je propose de faire, dans le fond, il y a une vidéo, vous voyez ici, qui dure à peu près 15 minutes, où on le détaille tout ça. Puis on avait d'autres aussi en français, en anglais. Donc moi, il a fallu que j'écoute plusieurs vidéos pour bien le comprendre. Parce que je pouvais pas croire que c'était aussi simple que ça. Puis il fallait demander une conversion, puis ça allait accepter comme ça. Puis on dirait qu'ils sont habitués. J'ai demandé à 2 fois de convertir. Il n'y a pas personne qui m'a ostiné, qui a voulu me contredire ou, dans le fond, faire interférence. Les gens ont dit oui, tu veux convertir ça d'argent canadien en dollars US, comme s'ils étaient habitués de se faire demander ce type de requête-là, donc chez Disnat. Fait que ça a super bien été. J'ai pas eu donc d'obstacle ou d'interférence. Mais en faisant ça, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de payer les frais de gestion. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que les fonds les plus pertinents, autant pour le SP500 que le Nasdaq, sont en argent US. J'en ai étudié plusieurs là, dans les dernières semaines et là, je vous partage le fruit de mes recherches où j'en ai fait une synthèse. Donc, quand que je parle du SP500, je vais le montrer à l'écran ici. Vous tapez S&P 500 Index sur Google et vous allez avoir, vous pouvez le prendre sur le maximum. Ensuite sur 1 an, 5 ans, et ainsi de suite. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une croissance qui est là par rapport à cet indice boursier. Oui, il y a eu des baisses, comme là, suite à la crise des subprimes en 2008, vous voyez qu'il y a eu un creux, mais il remonte. Mais si on fait un cumulatif dans le temps, on voit que la courbe, en dépit des baisses qu'il y a eu, est toujours haussière. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, là, par rapport à cet indice-là. Donc, ça, c'est l'indice que je trouve le plus intéressant.
là, je vais revenir à ma feuille de mon plan de match que j'ai rapetissé en bas, que je ramène en haut de l'écran. En fait, les titres que j'ai étudiés, j'en ai étudié beaucoup en argent canadien. Celui que j'ai trouvé intéressant, c'est de Vanguard, SP500 ETF VFV-C. C, c'est pour dire en argent canadien. Donc, si vous allez, parce qu'il y a plusieurs plateformes, moi je suis avec Disnat, mais quelqu'un peut utiliser Questrade, il y en a Wealth Sample, il y en a plusieurs là, plateformes là, de courtage en ligne. Bon, fait que là, quelqu'un va chercher VFV. Puis, vous pouvez faire de la recherche aussi sur Internet pour avoir de l'information. Donc, ce qui est fait par rapport à ça, c'est naturellement, il y a une description si vous faites de la recherche sur Internet. C'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Ce qui est intéressant, c'est que le rendement est quand même bien, 17,16% depuis sa création en 2012. Donc, au fil des ans, il y a comme une constance qu'on peut observer. C'est pas qu'un placement que, bon, il fait 17,16% une année, puis le reste, c'est moins bon parce que c'est un coup de chance. Non, il y a quand même 2012, on est en 2024, ça fait 12 ans. En fait, c'est possible qu'il y ait un rendement de 10% dans l'avenir, mais il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Ça se peut que ça soit plus, ça se peut que ça soit moins. Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le passé, la performance est quand même bien. Puis le risque est bien réparti. Il y a une répartition quand même intéressante du risque, dans le sens que c'est par rapport aux 500 plus grandes entreprises américaines et c'est peu probable qu'elles fassent toutes faillite en même temps. À part s'il y a peut-être une apocalypse économique en lien avec une guerre thermonucléaire là, ou un choc des civilisations style une météorite géante tombe sur la Terre, mais sinon j'ai l'impression qu'il va continuer à croître et se développer dans les prochaines années. Ça, c'est en argent canadien. Vous voyez qu'il y a 0,09% de frais de gestion. C'est quand même super bien. Les frais de gestion sont faibles. Ce que ça veut dire, c'est que ça coûte 9 cents du 100 $ de frais de gestion. Et c'est sûr que par rapport aux placements qu'on peut nous proposer, il y a des placements qui sont gérés de manière active, mais qui ne battront pas un indice boursier comme le SP500. Dans le sens qu'il y a des gens qui font la gestion active du placement, puis on va se rendre compte que finalement, pendant la même période, ils n'auront pas atteint un 17,16% de rendement dans le cas du placement présent, donc le VFV. Ensuite, si on regarde par rapport aux entreprises, dans le fond, américaines du SP500, mais en dollars américains, ici, il y en a un à caractère historique, c'est pour ça que je l'ai identifié ici, le SPY-U. Donc ça, c'est un fonds négocié en bourse qui existe depuis très longtemps. En fait, j'ai écouté une vidéo qui expliquait que c'était le premier qui avait été créé par rapport au SP500. Donc, c'est par rapport à sa portée historique que j'en parle. Bon, le frais de gestion, il est 9%. Puis il aurait fait 10,43% de rendement depuis sa création en 1993. Donc, il date vraiment de plusieurs décennies. Mais vous avez le Vanguard SP500 VOO-U, que lui a des frais de gestion de 0,03% au lieu de 0,09%. Donc, c'est 3 fois moins. Puis il fait un rendement de 17,62% depuis sa création en 2010. Fait que c'est quand même bien. Il y a ces deux-là qui existent. Ces deux fonds de placement en dollars américains, d'où le fait que c'est marqué "U" à côté. Mais par la suite, j'ai continué mes recherches pour voir s'il n'y avait pas mieux comme fonds à négocier en bourse en dollars US américains dans lequel investir. Et j'ai tombé sur la notion de facteur momentum. Donc, le facteur momentum, en lien avec ça, il y a le fonds Invesco SP500 Momentum ETF SPMO-U qui va donner un rendement de 17,92% depuis sa création en 2015. Puis il avait fait 18,84% de rendement sur 5 ans.
Donc, qui est quand même intéressant. Je voyais que c'était un petit peu plus que le 14,62%, ce qui m'a fait intéresser au facteur momentum. Vous pouvez faire d'ailleurs une recherche sur YouTube. Il y a des vidéos qui expliquent c'est quoi. Mais grosso modo, le facteur momentum, c'est qu'à un moment donné, au niveau des gens de la masse, c'est un petit peu comme un biais psychologique, un effet d'entraînement. Dans le sens que s'il y a une action qui devient en mode, prenons par exemple à un moment donné Apple ou Nvidia, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plein de monde massivement dans les semaines qui vont suivre la montée en force d'un titre avec l'effet de troupeau de moutons qui vont se mettre à investir dans le même fonds parce qu'il y a un momentum par rapport à un fonds. Puis là, ça fait en sorte que la croissance dans les mois où ce que de l'information favorable qui est véhiculée sur les médias en lien avec un fonds va créer un effet d'entraînement. C'est comme un artiste qui devient en mode pendant une période. Là, tout le monde se met à écouter sa musique. C'est un petit peu le même principe. Le fait momentum, c'est un... Il y en a un... il y avait un commentateur financier sur Internet que je trouvais intéressant. Il dit que c'est un petit peu l'effet de biais psychologique d'effet mouton où les gens suivent la masse. Dans le sens que si à un moment donné, ça devient à la mode d'investir dans un fonds, bon, ben, dans les jours, les semaines qui vont suivre, plein de monde vont se mettre à investir dans le même fonds, puis le momentum, donc l'effet de dynamisme va être en lien avec ça. Fait que là, s'il y a un fonds qui tient en compte l'effet momentum, ça augmente, selon des statistiques que j'ai vues, la qualité du rendement du fonds. Donc, comme là, on voit ici, c'est un fonds lié au SP500 et que le rendement va être un peu plus élevé qu'un autre fonds qui fait tout simplement répliquer l'indice du SP500. Mais si on va aller encore plus loin pour aller chercher du rendement, ce qui peut être intéressant, c'est d'étudier le fonds Direction Daily SP500 Bull 3 fois ETF, le SPXL-U. Donc, c'est un fonds d'investissement à levier et qui va viser à faire 300% de la performance quotidienne de l'indice SP500. Donc, par rapport à ce fonds-là, le but, c'est d'amplifier la courbe. Donc, c'est un fonds qui peut servir à faire du day trading ou également ce qu'on va appeler du swing trading. Le day trading, c'est faire des achats et des ventes d'une manière journalière. Dans l'optique de faire du profit si la tendance est haussière et boursière. Swing trading, ben, c'est de garder le fonds pendant quelques jours, quelques semaines. Dans l'optique aussi d'utiliser la volatilité, donc la fluctuation de la valeur d'un fonds négocié en bourse comme élément pour aller chercher du rendement et un profit. Donc les mouvements sont amplifiés. Donc ça veut dire que si pendant une journée, le SP500 connaît une baisse de 2%, bon, ben cet indice-là, il vise à amplifier 3 fois le montant de la baisse. Ça veut dire que ça va être une baisse de 6%. Donc, tout est amplifié. Ce qui fait que quelqu'un qui mise sur la baisse en faisant du day trading, en évaluant que ça va continuer à baisser, parce que là, il y a une crise qui arrive, bon, ben, puis la personne, elle ne se trompe pas. Ça veut dire qu'elle peut faire de l'argent, ou ça monte. Dans les deux cas, elle peut faire de l'argent. Donc, tout dépendant si elle investit pour ou contre le titre. Mais prenons par exemple, ça va être plus simple à expliquer, si quelqu'un évalue que le titre va se mettre à monter, par exemple, dans les prochaines heures, prochains jours, bon, ben, si au lieu d'augmenter de 2% à cause le titre est fait, ce fonds-là négocié en bourse pour augmenter de 3 fois, bon, au lieu de faire 2% de profit, elle fait 6%. Donc, si le titre a fait 6% de profit dans la journée, puis elle le revend à la fin de la journée, ben, elle fait 6% de rendement. C'est un exemple à titre indicatif. Donc, par contre, c'est très volatile. Là. Ça fluctue beaucoup. Donc, ce fonds a un rendement de 26,49% depuis sa création en 2008, selon les informations que j'ai recueillies. Donc, on parle d'un rendement moyen de 27%. Donc, c'est mon fonds que je trouve le plus intéressant dans une optique d'investissement par rapport au SP500. Ensuite, par rapport à ça, ben, c'est sûr que c'est intéressant
par rapport à ces chiffres-là, ben, c'est d'aller faire des vérifications avec des multiples sources, chose que je vous invite à faire, parce que des fois, quand les chiffres ont l'air très beaux, ben, c'est de vérifier à quel point ils tiennent la route. Puis moi, je fais des exercices avec des gens que je connais, dans le sens que j'ai fait vérifier certains chiffres par d'autres personnes. Je dis, regarde, ça a l'air à donner un bon rendement. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, par rapport au VCN que je vous parlais tantôt, j'ai été faire des recherches sur Dissnap. On peut aller chercher des tableaux, des graphiques. Et ce qu'on pouvait voir, c'est que sur 10 ans, de VCN-C est passé de 25,47 $ en tant de valeur de titre à 49,24 $. Ce qui fait que si on fait 49,24 divisé par 25,47, ça fait une augmentation de 1,93 fois de sa valeur d'augmentation en 10 ans. C'est quand même bien là, comme croissance par rapport à la valeur d'un titre. Mais quand on regarde par rapport au titre à effet de levier que je parlais il y a quelques instants, c'est-à-dire le SPXL-U, il est passé de 23,85 à 159,45 en 10 ans. Donc, c'est une augmentation de 6,69 fois de la valeur. Donc, c'est quand même plus important qu'une augmentation de 1,93. Fait que là, en regardant ça, ce que ça me dit, c'est que ça valait peut-être la peine de faire l'effort de convertir mon argent canadien en argent US parce que en argent canadien, des fonds à effet de levier comme le SPXL que je parle, j'en ai pas trouvé d'aussi performant. Donc, c'est sûr, s'il y a quelqu'un qui m'écoute présentement qui en trouve un en dollars canadiens aussi performant par rapport à l'SP500, la personne est bienvenue pour me tenir au courant parce que en argent canadien, étant canadien, c'est ce que j'ai plus facile d'accès. Ça me permet d'acheter le fonds directement. Tandis que si je vais avec la conversion, avec la Norberts-Gambit que je parlais tantôt, bon, ben pour faire ces opérations-là, acheter un titre, ensuite quelques jours plus tard, contacter Dissnap pour que la conversion se fasse, ensuite pour un autre délai de 2 jours de conversion. Fait que grosso modo, pour faire toutes les étapes qui me permettent d'acheter le fonds que je veux vraiment, il va s'écouler environ une semaine. Ce qui fait que s'il y a une crise majeure, puis tout d'un coup, comme ça a eu cours au mois d'août de l'année 2024, il y a un moment donné, il y a une baisse majeure. Bon, ben à ce moment-là, je peux pas comme rentrer tout de suite dans le marché US. C'est parce qu'il y a un délai à peu près d'une semaine, le temps de faire la Numbers Gambit pour avoir mon argent en US pour pas payer de frais de gestion. Mais là, je cherche toujours à optimiser. Mais c'est sûr que la meilleure option que je vois par rapport au SP500, c'est vraiment le titre ici, SPXL. Bon, à présent, je vais aborder par rapport au Nasdaq les différentes options que j'ai étudiées, que je trouve intéressantes. Donc, tout d'abord, ben, le Nasdaq, pour vous mettre en contexte, c'est une bourse d'échange électronique américaine qui se caractérise principalement sur les actions technologiques. Donc, la bourse accueille le Nasdaq Composite, l'un des indices d'actions les plus importants au monde. Le Nasdaq Composite comprend plus de 3000 actions et inclut certaines des plus importantes sociétés spécialisées dans le domaine de la technologie au monde. Donc, ça, c'est tiré de qu'est-ce que l'indice Nasdaq, signification et définition, capital.com. Donc, ça fait un petit résumé là, de c'est quoi le Nasdaq pour les gens qui ne connaissent pas ça. Je trouve ça très intéressant là, de se tenir renseigner par rapport à ça. En fait, les titres que j'ai étudiés à l'égard du Nasdaq, il y a le XQQ-C, toujours en dollars canadiens. Lui, il y a des frais de gestion de 0,39 %. Donc, ça, c'est en dollars canadiens. Donc, on voit que le rendement est quand même intéressant. Donc, 17,28 % de rendement moyen depuis sa création en 2011. En allant voir la fiche sur iShares, que vous pouvez retracer aisément là, en tapant sur Google XQQ-C, ETF ou FNB. Vous allez l'avoir à l'écran. Donc, c'est un titre qui est lié à l'exposition des 100 plus grandes entreprises dans le fond, qui sont non financières cotées sur la bourse du Nasdaq selon leur capitalisation boursière. Donc, c'est sûr que le frais de gestion 0,39 est quand même élevé, mais ce qui explique
qui peut expliquer ça, en fait, c'est le fait qu'il est hedged. E-D-G-E-T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans le fond, en réalité, on utilise l'argent canadien pour acheter des actions américaines et à ce moment-là, ce que ça amène, c'est des coûts de conversion par rapport à ça. Tandis que si vous voulez avoir des frais moindres, puis c'est par rapport à des actions américaines, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter des actions américaines en dollars américains pour sauver les frais de conversion de dollars canadiens vers US américains. Et par rapport à ça, vous avez naturellement le QQQ, -U, que des frais de gestion de 0,20% dans l'optique, encore une fois, de répliquer l'indice financier du Nasdaq 100. Donc, ce que j'ai vu, c'est que en termes de rendement, il aurait fait 9,95 depuis sa création en 1999. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'après 1999, il y a eu l'éclatement de la bulle technologique au début des années 2000 qui a pu nuire au rendement. Par contre, sur les 10 dernières années, il y a eu 18,67% de rendement selon les chiffres que j'ai recueillis. Fait que c'est quand même bien. Par contre, vous avez dans le Vanguard, ce que je trouve intéressant, le Vanguard Information Technologie, VGTU, lui a des frais de gestion moindres que l'autre, 0,10% de frais de gestion, donc 2 fois moins de frais de gestion. Et par rapport à cet indice, dans le fond, qui reprend des entreprises dans le secteur technologique, on parle d'une croissance de 13,48% depuis sa création en 20,25% sur 10 ans, à la différence de l'autre. Donc, selon les pourcentages de rendement, on voit que c'est mieux. C'est sûr que, par contre, le VGTU est venu après l'éclatement de la bulle technologique au début des années 2000. On parle de 2004, alors que la bulle était vraiment au début des années 2000. Donc, il vient après. Il n'a pas été affecté par rapport à ça. À la différence de l'autre. Quoique l'autre, même s'il était affecté par rapport à ça, on voit que quand même le rendement est quand même, je trouve ça quand même intéressant. Mais quelqu'un qui veut aller plus loin, il y a toujours le fonds à effet de levier que je trouve très intéressant, qui est le TQQQ. Il y a 3 fois la lettre QU. Et par rapport à cet ETF, un peu comme en est que le SP500 effet de levier que j'ai abordé tantôt, donc, il va avoir 3 fois la performance quotidienne de son indice boursier. Donc, ça augmente de 3 fois, ce qui fait que c'est un fonds qui existe depuis 2010. Il a fait 42,32% de rendement moyen depuis sa création. Quand j'ai vu ça, je ne le croyais pas. Donc, il a fallu que je fasse des recherches, des comparaisons. Je me suis appuyé sur différentes sources parce que c'est un rendement qui est quand même super bon, là. 42,32% de rendement constant, là. Donc, c'est sûr que le passé n'est pas garant de l'avenir. Il ne faut pas trop s'enthousiasmer avec ça parce que ça se peut que demain matin, il y ait une méga bulle technologique qui éclate un peu comme dans les années 2000 parce que là, ça fait quand même une certaine période de temps qu'il n'y a pas eu de bulle qui a éclaté aux États-Unis. Et le domaine de la technologie, ça se peut que ça a été surinvesti dans les dernières années par un excès d'optimisme lié avec le développement de l'intelligence artificielle et autres. C'est sûr que c'est une possibilité. Il faut garder ça en tête, là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au fil des dernières années, le rendement a été très bon. Sinon, j'ai fait des comparaisons. J'ai été au moment où j'ai fait cette vidéo, donc le 7 octobre 2024, j'ai été sur le site de Disnap, qui est une plateforme de courtage en ligne canadienne. J'ai pris le XQQ-C, qui est passé de 6,65% à 50,40$ sur 10 ans. Donc, si vous regardez le graphique ici, vous voyez la croissance du capital. En fait, pas du capital, la valeur du fonds négocié en bourse. Si je prends 50,40 divisé par 6,65, on voit ça augmenter de 7,58% de valeur. C'est quand même très intéressant. Si on prend le QQQ, qui reproduit également le Nasdaq 100 en argent, qui est passé de 101$ à 481,85$ en 10 ans. Donc, lui a augmenté de 4,77% de fois sa valeur, ce qui est quand même bien.
Mais ce qui m'a impressionné par rapport à tous les placements que j'ai étudiés là, au cours des 3 derniers mois, c'est vraiment le TQQ qui est passé de 3,78 $. Donc, si vous regardez le graphique ici, il y a 10 ans, à 69,42 $. Donc, si je prends 69,42 divisé par 3,78, ça fait 18,37 fois une augmentation de la valeur. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si quelqu'un aurait pris 1000 $ là-dedans, puis ça a augmenté de 18,37 fois, c'est-à-dire que la personne serait ramassée 10 ans plus tard avec 18 000 $. Donc, c'est quand même impressionnant, tandis que la personne qui aurait pris le QQQ, selon les chiffres que je dispose, elle prend 1000 $, ça lui donne 4 770 $. C'est quand même bien, mais c'est pas 18 370 $ comme ici. Fait que vous voyez l'impact que ça a. Puis là, à chaque fois qu'on peut prendre ça puis rajouter des zéros, quelqu'un peut prendre 10 000, la personne peut prendre 1000, 10 000, 100 000, ainsi de suite. Puis là, ça a des impacts incroyables au fil du temps. Puis la même chose en millions. Donc, quelqu'un qui prend 1 million là-dedans, après ça, ça vaut 4 770 000 $. Puis quelqu'un qui prend 1 million avec le TQQ, 10 ans plus tard, le 1 million devient 18 370 000 $. Selon les chiffres que je dispose. Là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit c'est trop beau pour être vrai. Là, j'ai demandé à quelqu'un qui fait des placements de boursiers, 2 personnes en fait expérimentées depuis plusieurs années. Moi, je commence dans le domaine, pour être honnête avec vous. Depuis juillet 2024, j'étudie ça avec CDT. Et j'en viens à la conclusion que c'est le titre ici, le TQQ, par rapport au Nasdaq 100 que je trouve le plus intéressant dans une perspective d'investissement à long terme. Donc, là, j'ai regardé les chiffres. Il faut s'appuyer sur des faits concrets pour évaluer la pertinence d'un placement. Les 2 personnes auxquelles j'ai présenté les informations pour me contre-vérifier, j'ai dit aux gens, ben, si les chiffres que j'ai ne tiennent pas la route, tenez-moi au courant. Donc, s'ils pouvaient réfuter les informations que je présente, même chose pour les gens qui m'écoutaient présentement, vous pouvez, gênez-vous pas si vous avez des critiques constructives à faire. Ou vous avez des meilleures options à me proposer. D'ailleurs, c'est un des buts du partage de vidéos, dans le sens que je peux vous partager des informations que je trouve intéressantes à l'égard de fonds négociés en bourse, mais vous aussi, vous pouvez m'en partager. Le but de la vidéo présente, ça va être centré sur le SP500 et le Nasdaq. Il y aura peut-être d'autres vidéos que je vais faire dans les prochains jours, où j'aborderai d'autres fonds négociés en bourse que je trouve également intéressant, notamment en lien avec l'analyse sectorielle, mais là, c'était plus spécifiquement par rapport à l'analyse à l'égard des 2 indices très importants à l'égard du marché américain. Donc, c'est le but de la vidéo présente. Donc, c'est sûr que, comme mentionné d'entrée de jeu, parce que c'est important de le dire, parce que ça peut être très enthousiasmant de regarder ces rendements-là en essayant d'extrapoler ça sur le temps. Donc, comme mentionné précédemment, dans le fond, on n'a aucune garantie que ça va être le même rendement dans le futur. Le passé n'est pas garant du futur, mais c'est sûr qu'en s'appuyant sur le passé à défaut de rien, bien, ça peut donner une petite idée. L'enregistrement présent n'est pas un conseil financier. Je vous encourage à vérifier par vous-même toutes les informations présentées dans le cadre du vidéo présent. Et c'est sûr que pour ce qui est du XPXL-U ou le TQQ, ils peuvent présenter des frais dans le fonds de gestion plus importants que les frais de gestion abordés, là, comme par exemple avec le QQQ qui est à 0,20 %. Mais on parle d'un frais de gestion de 0,98 %, donc même pas $1. Au lieu de 20 cents, du 100 $, c'est $1. Dans le fond, je trouve que le rendement en vaut quand même la peine. Là. Donc, payer quelques cents, en fait, c'est ça. C'est payer moins d'1 $ de frais de gestion. Ça donne... en fait, le point que je veux faire aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai parlé de ça avec quelqu'un que je connais. Ça fait plusieurs années qu'il investit en bourse. Puis la personne... était très impressionnée que je vous présente ça comme information. Elle n'avait jamais considéré là, le TQQ que je parle, entre autres. Là. Donc, tu sais, parce que ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des gens
qui vont écouter des vidéos sur Internet. Sur Internet, j'ai eu beaucoup de YouTubeurs dans le domaine des fonds négociés en bourse qui vont parler, bon, du VFV-C, puis du XQQC, là, dans le domaine canadien. Il y en a beaucoup qui parlent de ça. Oui, c'est des options intéressantes, mais il faut être ouvert à regarder d'autres options parce que ça se peut qu'il y en a qui soient encore plus payantes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous, dans l'optique toujours d'optimiser le rendement et la qualité aussi des fonds dans lesquels je peux investir au fil du temps, dans le sens que si vous avez des meilleures idées de placement que moi, puis vous voulez me partager, ou même faire bénéficier le public qui aura écouté la vidéo présente, ben, vous pouvez naturellement utiliser l'espace en bas de la vidéo présente pour me partager l'information avec le nom de code du placement. Donc, c'est sûr que je vous propose de partager des informations par rapport à des placements en dollars canadiens ou en dollars américains, fondamentalement, parce que je vis au Québec, au Canada. Bon, c'est sûr que pour ce qui est des gens qui m'écoutent en Europe, vous pouvez partager aussi l'équivalent en euros par rapport au type de placement, si vous voulez en faire bénéficier le public. Sinon, en fait, tantôt, c'est vrai, j'ai parlé de différents trucs. Vous pouvez retracer, je mettrai des vidéos là, en bas ou les pages web là, en bas de la présentation, là, comme la Numbers Go Bits que je parlais tantôt, comment ça marche. Ensuite, pour ce qui est à l'égard du SP500, le fonds et l'effet levier, donc le Direction Daily SP500 Bull 3 fois ETF. C'est quand même impressionnant en regardant, on regarde ici l'index puis la courbe de croissance du SPXL, on voit qu'il dépasse de nettement l'indice de l'index de référence en termes de rendement. Ensuite, par rapport au Nasdaq que je parlais tantôt, ben, le Nasdaq, si vous regardez là, ici depuis 1984, il y a eu une augmentation qui s'est faite. C'est sûr que ici, en 2000, il y avait un sommet qui avait été atteint. Ensuite, c'est l'éclatement de la bulle par rapport aux technologies. Ensuite, il y a eu la période dite de pandémie dans le coin de 2022. Et par la suite, il y a une autre courbe là, qui est très forte ici. Donc, on voit la croissance là, du titre dans le temps qui se maintient, qui est constante au fil des ans. Par rapport au TQQ que je parle, ben, c'est sûr que les oscillations sont plus grandes. Ici, on a l'indice en bleu pâle du Nasdaq 100 et le TQQ, fait qu'on voit que quand ça monte avec le TQQ, ça augmente plus, puis ensuite, quand que ça baisse, c'est la même chose, ça baisse plus. Donc, on voit la volatilité qui est plus grande, puis ici, le rendement auquel je faisais allusion depuis la Inception Date en anglais, ça veut dire date de création de 2010. On voit que c'est 42,32% de rendement sur 5 ans, 36,5%, 10 ans, 34,32%. Fait que c'est quand même impressionnant comme rendement qui est présenté. Et ce titre-là, je l'ai découvert en allant sur une liste. Ça s'appelle, dans le fond, une liste des meilleurs ETF en date du mois d'octobre 2024. Donc, ici, vous avez, c'est sûr qu'il faut que vous lisiez en anglais, là. C'est les Top Leverage ETFs. Et ici, on a le ProShares Ultra Pro TQ, en fait QQQ, les initiales, c'est TQQQ là, que vous avez ici, avec les détails. Vous en avez d'autres aussi que j'ai étudiés aussi, qui sont intéressants là, à prendre en considération là, naturellement. Donc, par rapport à la vidéo présente, j'ai fait le tour de l'information. Donc, s'il y en a qui ont apprécié écouter cette vidéo et les informations présentées, qui représentent quand même de nombreuses heures de recherche que j'ai faites, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement présent à cet égard. Et en terminant, ben, je vous souhaite de faire de bons investissements. Merci de votre écoute et au plaisir éventuellement de vous retrouver pour une autre vidéo. Au revoir.